Le deuxième inconvénient pour moi, c'est la mise au point manuelle. Moi personnellement, c'est quelque chose que je trouve un petit peu handicapant. Ça fait maintenant quelques temps que j'ai fait l'acquisition d'un Mamiya 645 AF et je crois l'avoir suffisamment utilisé pour pouvoir vous en faire un retour. Cet appareil sorti en septembre 1999 sera suivi par la sortie de l'AFD 2 et l'AFD 3 qui sont des modèles plus récents capables d'accueillir des dos numériques. Les boîtiers de la série AF sont en aluminium et non en polycarbonate comme certains anciens modèles de Mamiya. Et bien sûr, comme son nom l'indique, il possède un autofocus. Mais avant de vous dire si cet autofocus vaut le coup ou pas, gros teasing, je vais procéder à un petit tour du propriétaire. L'appareil est composé de 3 parties, l'objectif, le corps et, nouveauté par rapport au 1000S, un dos interchangeable. L'objectif de base est un 80 mm f2.8 très similaire au 80 mm C-Core C, l'autofocus en plus. Concernant le corps, la première chose qu'on remarque c'est que le viseur est fixe. Oubliez donc la possibilité d'y mettre un viseur poitrine. Sur la face avant, on trouve le déclencheur sur lequel on peut visser un déclencheur souple, une position L qui correspond à la position éteinte, S prise de vue simple et C prise de vue continue. La différence entre S et C réside dans le fait que si vous laissez votre doigt appuyé sur le déclenchement, le mode S ne déclenchera pas la vue suivante, alors que dans le mode C, la vue continuera à déclencher tant que vous avez le doigt appuyé sur le déclencheur. Les deux autres éléments importants sont le bouton de test de profondeur de champ et le sélecteur d'autofocus, M pour manuel, S pour simple et C pour continu. En somme, les mêmes modes que sur les appareils photo classiques. Côté gauche maintenant, on retrouve le loquet permettant de retirer l'objectif, le levier pour permettre au miroir de se lever pour limiter les vibrations en basse vitesse, ainsi qu'une prise pour les anciens flashs. Sur la partie supérieure, deux réglages sont disponibles, le mode de mesure de l'exposition à gauche et le réglage des dioptries à droite. Concernant le réglage de l'exposition, l'appareil vous laisse 3 possibilités. A pour average qui correspond en réalité à une mesure moyenne sur toute l'image avec une priorité pour le centre. En gros, une mesure pondérée centrale. S pour spot qui réalise la mesure d'exposition sur le rond central. Et enfin AS qui est un switch automatique entre les deux. À droite de l'appareil, un seul sélecteur est présent au niveau du viseur, il s'agit ni plus ni moins que de la correction d'exposition allant de -3 à +3 diaph. Plaçons-nous maintenant au-dessus de l'appareil. On retrouve tout d'abord une prise flash classique qui semble fonctionner avec la plupart des systèmes actuels. Je l'ai personnellement testé sur du Yumio et du Elinchrom, donc bon, en théorie, ça devrait passer sur tous les systèmes. Ensuite, vous trouvez une grosse molette de sélection des modes de prise de vue. P pour le mode programme qui est en fait le mode tout automatique, AV, TV et M qui correspondent respectivement au mode priorité ouverture, priorité vitesse et mode manuel. Le mode X qui permet de fixer la vitesse à la vitesse de synchro flash qui est sur cet appareil d'un 125e de seconde. Le mode T quant à lui est l'équivalent d'un mode bulbe dédié aux longues expositions. Un bouton mode situé au-dessus de la molette des modes de prise de vue permet par appui successif de passer au mode bracketing, je vous jure, moi aussi j'étais choqué, au mode rafale et enfin au mode retardateur. Pour vous aider à paramétrer ces modes, vous trouverez deux molettes crantées qui se placent au niveau de votre pouce et votre index quand vous tenez la poignée. Ces molettes servent également à régler l'ouverture et ou la vitesse selon le mode de prise de vue que vous avez sélectionné. Enfin, 4 boutons situés sous l'écran LCD vous permettent d'activer d'autres fonctions de l'appareil comme l'éclairage de l'écran ou l'impression des données de prise de vue sur le négatif. Voilà, nous en avons fini pour le corps. Avant de passer rapidement sur le dos argentique, sachez que vous pourrez retrouver toutes ces informations dans l'article associé à cette vidéo sur onecherryrock.fr que vous trouverez en description. Et je vous ai même mis à dispo le manuel utilisateur. Le dos compatible avec le Mamiya 645 AF contient la pellicule maintenue en place grâce à un insert très similaire à celui qu'on retrouve sur le Mamiya 645 1000S. Une plaque amovible permet de rendre étanche à la lumière le dos lorsqu'il est détaché du corps. Un système de sécurité verrouille même le dos au corps lorsque la plaque est retirée, évitant ainsi toute erreur de manipulation. Pour finir, la sensibilité ISO se règle directement sur le dos via un écran et 2 boutons de sélection. L'information est alors transmise directement au boîtier via des connecteurs. Et voilà! Ah si, j'ai quand même oublié de mentionner l'alimentation. Le corps principal est alimenté par pas moins de 6 piles alcalines AA. Le dos, quant à lui, est alimenté par une pile bouton de type CR2032. Bon et maintenant, qu'est-ce que je pense de cet appareil et qu'en est-il du système d'autofocus? Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps, je suis absolument fan de ce boîtier. Son autofocus est bien plus performant que celui de mon Nikon F801S que je n'utilise plus maintenant qu'en manuel. Il m'arrive quelquefois de devoir débrayer l'autofocus du Mamiya 645 AF, mais globalement ce dernier reste très réactif et très performant. Le viseur quant à lui est large et extrêmement confortable, j'ai même d'ailleurs eu du mal à repasser au viseur du 1000S qui me paraissait tout d'un coup étriqué. C'est un point important pour moi puisque quand je fais des portraits, j'ai besoin de savoir précisément où j'ai fait ma mise au point, ce qui n'est pas toujours évident, et donc d'avoir un viseur qui est confortable, ça facilite grandement les choses.
L'ergonomie est également améliorée par rapport au 1000S, notamment grâce à la poignée qui rend la prise en main plus agréable et naturelle. Ensuite, j'ai relevé deux autres petits avantages qui pour moi sont des avantages de taille. Premièrement, la grille flash qui devrait me permettre de continuer de faire de la photographie studio argentique et de creuser un peu plus le sujet, et ça, c'est vraiment cool. Deuxièmement, l'option d'impression des données de prise de vue sur le négatif. Personnellement, je trouve ça génial pour analyser ces images après coup. Je pense notamment quand on a une photo floue, essayer de savoir si ça vient d'une mauvaise mise au point ou par exemple d'une vitesse insuffisante. Toutes ces informations sont quand même assez pratiques. Pour vraiment terminer sur les points positifs, je dirais que le système de dos interchangeable est juste magique. Il existe tout un tas de sécurités qui permettent de protéger à la fois la pellicule, mais également le boîtier. Pour vous donner un exemple concret, lorsque vous dissociez le dos du boîtier, vous avez un système qui permet de lever le rideau automatiquement, ce qui fait que ça limite quand même beaucoup les risques d'endommager le rideau. À titre perso, c'est la première fois que j'utilise un appareil photo à dos interchangeable, et même si j'en ai pas l'utilité immédiate, je pense que si j'ai l'occasion d'acheter un deuxième dos, je fonce parce que c'est une fonctionnalité qui est quand même vraiment pratique et qui, je pense, me servira à l'avenir. Bon mais alors, il n'y a que des avantages là si je comprends bien. Bon ok, même si je considère que c'est quasiment l'appareil photo parfait pour moi, je dois reconnaître qu'il y a deux défauts majeurs. Premièrement, il faut savoir que le poids de cet appareil est conséquent. Il est plus lourd qu'un kit full frame classique puisqu'il pèse pas moins de 2 kg. Pour être honnête avec vous, je dois reconnaître que c'est quand même assez lourd, notamment en déplacement. Autant pendant un shoot, ça ne me gêne pas d'avoir un appareil de 2 kg au bout du bras, par contre quand je dois régulièrement me déplacer avec 2 kg supplémentaires dans le sac, je peux vous dire que c'est une sacrée contrainte. Deuxièmement, l'appareil possède pour moi un défaut ergonomique au niveau de la correction d'exposition. La molette ne me plaît pas du tout et le fait qu'il faille appuyer sur le bouton central puis tourner la roue rend l'opération assez délicate. Avant de conclure cette présentation, j'aimerais vous laisser avec quelques conseils. Si vous voulez shooter avec cet appareil photo après l'avoir transporté un certain temps dans un sac, je vous conseille vivement de vérifier que les boutons soient bien à leur place, notamment celui de la mesure d'exposition et celui de l'autofocus. Pensez également à bien retirer la plaque de sécurité du dos et de la ranger dans son logement arrière, sinon vous ne pourrez pas déclencher. Pour conclure, je dirais que ce boîtier est clairement celui qu'il me fallait, car son rendu, son ergonomie et ses fonctionnalités en font un outil idéal dans ma pratique photo. Bien sûr, il n'ira pas à tout le monde, mais je pense que si vous êtes tenté par ce type de boîtier, je pense que vous ne le regretterez pas. En attendant, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!